Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. La question de l'énergie est au cœur de la géopolitique mondiale depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des moments d'extrême tension comme les phases de choc pétrolier et d'autres plus atténués. Les crises énergétiques successives ont façonné les politiques internes et aussi les relations internationales, favorisant des rapprochements, initiant des conflits, déclenchant des crises systémiques, économiques, politiques, parfois même monétaires. Depuis le 24 février dernier, jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la question énergétique est entrée dans une phase critique à l'échelle mondiale, avec une conflictualité augmentée sur à peu près toutes les régions du globe et sur fond de crise énergétique aiguë, tant de l'offre directement que de la demande indirectement. Ainsi, et depuis 3 ans, les prix de l'énergie ont été soumis à différentes tensions, dont la principale fut la crise Covid en 2020. Puis les prix du pétrole brut ont enregistré un rebond de près de 70% entre 2020 et 2021 et retrouvé en moyenne leur niveau de 2018, à environ $70 le baril. Avec la guerre en Ukraine et dans une certaine mesure en Europe, les tendances de 2021 se sont amplifiées au cours de la première moitié de l'année 2022 avec un baril à $100 qui devra monter encore et encore. La guerre ravive donc les craintes de nouveaux chocs énergétiques avec les problématiques de la sécurité énergétique, des équilibres de marché, des dépendances et bien entendu des rapports de force et bascules d'alliances, influant bien évidemment sur les relations entre pays et entre blocs, ainsi que nous allons en discuter avec nos deux invités. Francis Perrin, bonjour. Bonjour. Content de vous avoir sur le plateau, enfin. Merci. En général, on vous reçoit par Skype, c'est bien ça? Donc vous êtes Senior Fellow Policy Center for the New South et expert en questions énergétiques. Bienvenue et encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Mustafa Sahimi, bonjour. Bonsoir. Heureux de vous avoir encore sur le plateau. C'est toujours un plaisir renouvelé. Vous êtes Plaisir partagé. Vous êtes professeur de droit et politologue. Pour ceux qui ne le savent pas encore, merci à vous deux d'être avec nous. Alors, on sacrifie à la tradition, comme d'habitude, et je commence par vous, Francis Perrin. Une question la même pour vous deux, une question groupée, comme on les appelle. Souvent, les choses les plus complexes peuvent être définies de la manière la plus simple. Alors, en quelques mots, voire en quelques minutes, comment décrire les grands changements intervenus en cette année 2022 depuis l'invasion de l'Ukraine? Depuis l'invasion de l'Ukraine, nous avons eu plusieurs impacts énergétiques majeurs. L'un des plus visibles et des plus immédiats, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Pétrole, produits raffinés, gaz, charbon, électricité. Ce mouvement a connu un maximum au cours de l'été 2022 et on observe depuis l'été une diminution des prix de l'énergie, mais qui reste à un niveau très élevé. Deuxième conséquence, le départ de certaines compagnies pétrolières de la Russie suite au lancement de la guerre contre l'Ukraine. ExxonMobil, Shell, BP, donc les 3 plus grandes compagnies pétrolières privées mondiales, et la compagnie norvégienne Equinor ont annoncé au début de la guerre en Ukraine qu'elles quittaient la Russie, un pays pourtant majeur pour l'industrie pétrolière et gazière, du fait de l'agression russe contre l'Ukraine. Et elles l'ont dit et écrit, ce qui normalement, dans ces milieux-là, on peut le penser, mais on ne le dit pas forcément. Il y a eu également comme évolution majeure la décision de l'Union européenne, ça c'est au cours du printemps 2022, de se passer complètement de toutes les énergies fossiles venant de Russie, pétrole, charbon, gaz naturel, dans un délai maximal de 5 ans, donc en gros d'ici 2027, pour le gaz, et pour les autres, c'est même avant. Et jamais dans l'histoire de l'Union européenne, les 27 avaient pris une décision aussi lourde de conséquences, consistant à dire nous allons arrêter complètement d'importer de l'énergie, toutes les énergies, de notre principal fournisseur. Rappelons qu'avant la guerre en Ukraine, la Russie, c'était 45% pour le gaz, 45 à 50% pour le charbon, des exportations de ces énergies fossiles vers l'Union européenne. Donc nous avons des changements qui sont absolument considérables dans leur ampleur en termes de politique énergétique, avec les impacts évidemment économiques et géopolitiques qui sont très étroitement liés au secteur de l'énergie que nous allons aborder dans cette émission. Mais retenons que la guerre en Ukraine est une rupture. Et une rupture, ça veut dire en termes simples qu'il y a avant et après. Et que l'après n'est plus comme l'avant, et qu'on ne revient pas à l'avant rapidement, parce que justement, il y a une rupture. Et cette rupture, on peut l'aborder aussi à travers le prisme de l'énergie.
Alors, avant d'arriver à vous, Mostafa Sahibi, une simple question, monsieur Francis Perrin. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de glissement de la géopolitique vers l'Est, ou sur une carte de gauche vers la droite, avec les Américains qui arrivent un peu plus vers l'Europe et les Russes qui vont vers l'Extrême-Orient? Alors, le premier mouvement que vous avez évoqué, nous pensons immédiatement à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Toujours sur l'énergie, même pas l'OTAN. D'accord. Toujours sur l'énergie. Ah, sur l'énergie uniquement, d'accord. Alors, sur l'énergie, effectivement, nous avons une modification progressive des flux énergétiques mondiaux, notamment des flux pétroliers et gaziers, avec plus de pétrole et de gaz naturel qui vient des États-Unis et qui va vers l'Europe. États-Unis, il faut le rappeler, premier producteur mondial de pétrole, premier producteur mondial de gaz, grâce à du pétrole et à du gaz non conventionnel. On a également des flux qui se réorientent à partir du Moyen-Orient, flux pétroliers et gaziers, vers l'Europe. Et on a à l'inverse, pour poursuivre ce que vous disiez à juste titre, nous avons des flux énergétiques russes qui allaient vers l'Europe, qui était son principal marché, et que la Russie tente, et je souligne le mot tente, de réorienter vers l'Asie, notamment, mais pas uniquement, vers la Chine, avec quand même une différence notable entre pétrole et gaz. Le pétrole, c'est un liquide, et au sens évidemment technique, et le marché pétrolier est donc un marché liquide, parce qu'un liquide, ça se transporte très bien, très facilement, à un coût très bas, on fait le tour du monde avec. Le gaz, c'est plus compliqué et plus cher à transporter. Et donc, on voit que pour la Russie, il est moins difficile de réorienter une partie de ces flux gaziers de l'Europe vers l'Asie. Pour le gaz, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux, ça prendra plus de temps. Et donc, sur ces deux hydrocarbures, pétrole et gaz naturel, la difficulté pour la Russie, pour le géant mondial Gazprom, d'aller chercher des marchés en Asie par rapport à l'Europe, ça, c'est loin d'être fait. On le dit beaucoup à Moscou, mais entre ce que l'on dit et ce que l'on peut faire de façon réaliste, pour le gaz, il y a un espace, un fossé très important. Très bien, donc l'intention y est, mais pour la pratique, il faudra attendre. Et il faudra peut-être même en douter. Mostafa Sahibi, les grands changements intervenus donc en 2022, après le début de la guerre. J'enchaîne avec ce qu'a dit Francis Perrin sur l'impact des changements intervenus dans le domaine énergétique. Et je voudrais mentionner, le problème de la logistique, le renchérissement de la logistique, et deux, renchérissement des prix de certaines matières premières. Il y a là un effet direct qui va sûrement perdurer, et je crois que ça devait être dit. Alors, pour ce qui est des changements d'ordre géostratégique, j'en vois plusieurs. Si vous le permettez, j'en propose quatre. Le premier, c'est le retour des États-Unis. Les États-Unis, is back. C'est-à-dire, alors que l'administration Biden était plutôt isolationniste du fait d'un certain nombre d'éléments, et qu'elle continuait... non, je parle de Biden. Oui, suite d'ailleurs à l'administration Trump qui était encore plus marquée, et on pensait que l'administration Biden allait s'en tenir donc à une sorte de continuité des États-Unis d'abord, on verra pour le reste, etc. Or, il y a un phénomène nouveau qui s'est distingué, c'est le retour impérial des États-Unis sur la scène internationale, avec comme première conséquence ce que j'appellerais la vassalisation de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose de qualitatif, de fondamental, qui va peser sur l'articulation des rapports entre l'Union européenne et les États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, le président Macron disait à propos de l'OTAN, l'OTAN est cliniquement morte. C'est un électorat. Oui. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui? Pas du tout. Et donc, il y a un fait qualitatif, c'est la militarisation accentuée de l'OTAN sous la tutelle américaine, et l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Je crois que ça, c'est un premier élément qui va perdurer et qui va peser sur les mutations à venir. Deuxième élément, me semble-t-il, c'est les clivages qui apparaissent au sein de l'Union européenne, en particulier entre la France et l'Allemagne.
Il y a deux gros problèmes sur lesquels on peut revenir, notamment la proposition allemande d'un bouclier pour toute l'Europe. On en parlera tout à l'heure de ça. Oui, on va y revenir. Il y a également les rapports avec Moscou. La position du Macron est une position guerrière, mais en même temps pacifiste. C'est le seul qui passe son temps à dire il ne faut pas humilier Poutine, il a dit il y a quelques mois, il faut la paix, il faut une solution, etc. Et donc il y a un décalage quant à la possibilité d'une approche commune de l'Union européenne à propos du conflit Ukraine-Russie. Troisième élément, me semble-t-il, c'est le basculement, vous avez fait référence dans votre reprise tout à l'heure, le basculement des équilibres géostratégiques vers l'Asie. Ça, on le savait, on l'avait vu venir depuis l'administration Obama, c'est évident, mais c'est un phénomène qui s'est accentué, qui est très marqué aujourd'hui, avec une idéologie, peut-être pas, mais une construction idéologique nouvelle, Russie, Chine, contre l'Occident. Et on l'a vu d'ailleurs lors du congrès du Parti communiste chinois, où c'est une idéologie donc chinoise, mais essentiellement tournée stratégiquement contre l'Occident, avec c'est un clivage qui était en pointillé, etc., mais qui s'affirme davantage cette fois-ci, avec la volonté et de Moscou et de Pékin d'entraîner les BRICS, ce qu'on appelle les BRICS, et même l'Afrique. Brésil, Russie, Inde, Chine, voilà, Afrique du Sud. Tout à fait. Et d'ailleurs, même l'Afrique, on a eu une expression et une illustration de cette situation-là, du rapport de l'Afrique par rapport à ces mutations-là, avec le vote de l'Afrique lors des mesures sanctions qui avaient été prises en mars à deux reprises par l'Assemblée générale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester. Le raisonnement africain, c'est quoi? Il est double. Un, c'est une affaire qui ne nous concerne pas, le président Macky Sall l'a dit, c'est une affaire entre Européens. Ça se passe en Europe, les Européens sont... Deuxième point, nous avons été maltraités. Quand il y a eu la pandémie Covid, on ne s'est pas beaucoup intéressé à l'Afrique, pour ce qui est des vaccins, j'y reviens pas. Et puis un dernier élément peut-être que je vous propose, c'est que les économies européennes, l'Union européenne doit maintenant se préoccuper d'un autre modèle économique, c'est-à-dire la transition énergétique, c'est-à-dire la neutralité carbone, le problème des véhicules électriques, le problème des batteries. Qui contrôle le marché des batteries? C'est la Chine. Et pour faire des batteries, il faut en particulier du lithium. Le lithium, il est où? Tout à fait. Il est en Afrique, il est en Amérique latine, c'est des minerais. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire du fait que la transition énergétique européenne est bloquée, freinée, parce qu'elle n'a pas les éléments de cette politique-là. Vous aurez pu aussi ajouter le fourmillement qui est en train de se produire au Moyen-Orient, avec ces genres de bascules un peu particulières dont on n'a pas encore véritable lecture, mais qui sont en train de s'affirmer. Francis Perrin, nous en arrivons à l'Afrique. Fin juillet, le Nigeria a signé avec le Niger et l'Algérie un mémorandum d'entente concernant le fameux, vous me voyez venir, le fameux gazoduc transsaharien, long de plus de 4000 km, dont 840 km au Niger. Vous nous expliquerez, et qui est un projet pratiquement à l'abandon depuis 10-15 ans, depuis qu'il avait été initié la première fois. Et en septembre, le même Nigeria confirme le projet de gazoduc avec le Maroc, donc il va longer la côte ouest de l'Afrique sur à peu près 5500-5600 km. Alors, quels sont les enjeux de ces deux projets, leur faisabilité, et ils en sont où? Alors, je sais, question très vaste, aussi vaste que le continent. Dans les deux cas, il s'agit de valoriser une partie significative des réserves de gaz du Nigeria, qui a de grosses réserves de gaz naturel, qui en valorise déjà une partie à travers l'exportation, notamment sous forme de gaz naturel liquéfié, mais il s'agirait de développer cette valorisation. Deuxième élément, cela permettrait, l'un ou l'autre de ces projets, de diminuer le brûlage du gaz au Nigeria. Quand on découvre des hydrocarbures, parfois on n'a que du pétrole, parfois on n'a que du gaz, et souvent les deux en même temps. Et quand on a les deux en même temps, c'est ce qu'on appelle le gaz associé au pétrole, comme on veut produire le pétrole, si on n'a pas de marché pour le gaz, on extrait le pétrole, on le vend et on brûle le gaz à la torche. Ce qui est un gaspillage économique, une source de pollution locale et une contribution au changement climatique.
Donc, développer l'un ou l'autre de ces projets permettrait au Nigeria de diminuer le brûlage du gaz associé avec ses effets induits économiques et environnementaux positifs si ce brûlage diminue. C'est le même problème en Algérie. Le brûlage du gaz à Hassirmel. En Russie, il y a plusieurs pays qui ont ce problème, mais le Nigeria, c'est évidemment sur une échelle extrêmement importante. Troisièmement, l'un ou l'autre de ces projets permettrait d'exporter du gaz naturel vers l'Europe. La principale différence entre les deux, vous l'avez rappelé, elle tient au tracé. C'est qu'en gros, le premier, c'est une ligne droite, je simplifie. Bon, on part du Nigeria, puis on remonte vers le nord. Niger, Algérie, Méditerranée, Europe. L'autre, on remonte à travers la mer, le long de plusieurs pays d'Afrique du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Nord-Ouest. Donc ce deuxième projet aurait comme avantage supplémentaire le fait de pouvoir approvisionner en gaz un certain nombre de pays africains sur son parcours. Donc ça, c'est les atouts. Ensuite, est-ce que c'est réalisable? Vous avez posé la question clé. Pour qu'un projet de gazoduc soit réalisable, il y a deux conditions clés. Il faut des marchés, il faut des financements. En sachant que si on n'a pas de marché, on n'a pas de financement. Si on a des marchés, normalement, on trouve le financement, ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Mais en tout cas, il faut les deux. Et dans les deux cas, marché et financement, ça renvoie à une question sur laquelle je crois nous allons revenir un peu plus tard, c'est quel est l'intérêt ou pas de l'Union européenne pour l'un ou l'autre de ces projets, ou les deux, mais en tout cas, disons au moins l'un des deux. Est-ce que cet intérêt est fort, pas fort, passionné, pas du tout? Ça aura un impact majeur sur la capacité de réaliser ce projet, de le financer avec les débouchés sur le marché européen. Il reste une question. Quand vous parlez pour qu'un projet de gazoduc pareil soit viable et réalisable, il faut des marchés, il faut des financements. Est-ce qu'il ne faut pas aussi une forme de sécurité? Oui, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur les 840 km du Niger. Au Niger, on sait ce qui se passe au Niger. Est-ce que c'est réalisable? Alors, vous avez tout à fait raison, la sécurité. Mais là, ça va revenir à une question de financement. Si les milieux financiers estiment qu'un projet énergétique, quel qu'il soit, ça peut être un gazoduc, ça peut être un autre projet, dangereux, présente des risques trop élevés en termes de risques politiques, ce projet va avoir du mal à trouver des financements. Donc, vous avez parfaitement raison d'inclure la dimension du risque politique, mais en dernière instance, ça va se jouer sur deux choses, marché ou pas, financement ou pas. L'aspect financier intégrant une analyse de l'ensemble des risques, dont évidemment le risque politique sur le tracé du gazoduc. Et sur un plan géopolitique, Mostafa Sahimi, je vous propose deux lectures pour ce double gazoduc. Alors pour le gazoduc, pour le transsaharien, donc Nigeria-Alger, est-ce que ce n'est pas tout simplement la compétition entre l'Algérie et le Maroc qui aurait poussé l'Algérie à ressusciter ce projet que je disais tout à l'heure, pratiquement mort-né depuis une quinzaine d'années? Première lecture. Deuxième lecture, est-ce que ce n'est pas le Nigeria qui, face à la crise énergétique qui se produit actuellement en Europe, le Nigeria se retrouve devant finalement un effet d'opportunité qui le pousserait, qui l'inciterait à offrir donc une alternative, une double alternative, un double projet à l'Europe. Le premier qui traverse le Sahara, le Sahel, et le deuxième qui contourne l'Afrique. Pour le premier, le transsaharien, c'est un projet qui avait été annoncé en 2002. En Algérie. Ah, donc 20 ans, autant pour moi. Et oui, 2002, il y avait une réunion en 2002, Algérie, Niger, etc. Et finalement, ça n'a pas beaucoup avancé du fait que les équipes étaient occupées, il y avait problème de financement, et puis on n'avait pas poussé très loin les études de faisabilité. J'ajoute, il y a quelques semaines, que le ministre libyen des pétroles a dit qu'il n'était pas question que le transsaharien passe par la Libye. Eh oui, la Libye considère qu'elle est partie prenante puisque c'est Nigeria, Niger. On ne sait pas quel est le tracé. Est-ce que c'est directement sur l'Algérie ou est-ce qu'il va passer ailleurs? En tout cas, il y a une prise de position extrêmement... C'est pas encore déterminé. Eh oui, en tout cas, moi j'ai une prise de position du ministre libyen sur ce plan-là qui dit niet. Premier point, vous avez posé un autre aspect qu'il faut relever. Il y a un problème sécuritaire qui est réel au Sahel. Les marchés sont en veille sur ce qui se passe dans la région et ailleurs, et c'est difficile de plaider la viabilité
économique et financière de ce projet transsaharien, compte tenu de ce qui se passe dans le Sahel. Et le Niger est dans le Sahel, évidemment, partie prenante. Donc voilà une première interrogation. Deuxième interrogation qui pèse à cet égard, c'est une interrogation d'un certain nombre de décideurs internationaux qui estiment que ça serait doter l'Algérie d'un atout stratégique pouvant poser des problèmes. Parce que l'Algérie, c'est la deuxième réserve, c'est les deuxièmes réserves de gaz en Afrique. Le Nigeria étant le pays qui a la première, c'est 5,5 milliards de mètres cubes pour ce qui est du Nigeria et 4,5 et 4 milliards 500 millions pour ce qui est d'Algérie. La seule différence, c'est que l'Algérie exporte 50%. Parce qu'elle consomme 50% sur place, et elle assure à peu près, et les deux pays assurent 68% du ravitaillement de l'Europe. Mais la part du Nigeria est de 28%, celle de l'Algérie est plus de 50%. L'interrogation que j'évoquais, c'est qu'en Europe et ailleurs, on considère que c'est doter l'Algérie d'un élément, d'un atout stratégique pouvant poser problème à terme. D'où ce qui conduit à ceci, ne plus retourner à une équation de dépendance par rapport à un exportateur de premier plan. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé entre la Fédération de Russie et l'Union européenne, puisque l'Europe était dépendante à 45% en moyenne pour ce qui est de la Russie. Autre élément, maintenant, le Maroc. Le Maroc est engagé dans cette réflexion depuis longtemps, mais ça a été scellé en 2016 lors de la visite du président Nigeria, reçu par Sa Majesté en décembre 2016. C'est comme ça que les choses ont avancé. La différence, c'est que, transsaharien, c'est un pipe terrestre. La différence du projet Nigeria-Maroc, c'est que c'est un pipe sous-marin, avec l'impact économique qui est différent. Alors, pour ce qui est du projet Nigeria-Maroc, c'est 13 ou 14 pays. Ça va bénéficier à 300 millions... Ça suffire à lui-même sans même aller jusqu'à l'Europe. Non, oui, ça va bénéficier à 300 millions de personnes sur le plan des économies locales, le coût de l'énergie, le coût de l'électricité, l'électrification et tous les modèles économiques qui suivent. Et puis, ça offre à l'Union européenne un élément stratégique, c'est-à-dire le fait d'être approvisionné par un gazoduc échappant aux incertitudes que j'ai évoquées pour le transsaharien Nigeria-Algérie. D'autres questions se posent pour ces gazoducs. Le premier est, comment les Européens pourraient accepter de dépendre justement d'un pays qui par ailleurs allié à la Russie. De l'autre côté, le gazoduc Nigeria-Maroc qui longerait le Sénégal et la Mauritanie qui deviennent producteurs entre-temps, qui sont devenus producteurs entre-temps. Donc pas mal de questions se posent. Mais je reviens à ce à quoi vous faisiez allusion rapidement tout à l'heure, Francis Perrin, sur le manque d'intérêt des Européens, le manque d'intérêt apparent, à moins qu'il y ait des choses en coulisses que nous ne sachions pas, sachant que nous en avions parlé une fois, vous et moi, sachant qu'en 2016, le président du Conseil national de sécurité russe était venu à Rabat, juste après la conclusion de l'accord entre le Maroc et le Nigeria. Comment expliquer ce manque d'intérêt apparent, j'insiste, des Européens par rapport à ce gazoduc? Je parle du Nigeria-Maroc. Par rapport à la Russie que vous venez d'évoquer, il faut savoir que depuis des années, quand les dirigeants russes et le groupe gazier Gazprom ont l'impression qu'il pourrait y avoir pour le marché européen une nouvelle source de gaz, aussitôt ils s'y intéressent. Parce que l'Europe est depuis des décennies le principal marché pour le gaz russe, même si tout ceci va s'effondrer avec la guerre en Ukraine. Donc il est tout à fait classique de la part de Gazprom et de la Russie de s'intéresser et d'essayer d'être impliqués dans tous les projets qui pourraient les concurrencer sur leur principal marché, qui est le marché gazier européen. Ils ont fait ça avec le projet Nigeria-Maroc, comme ils l'ont fait avec d'autres projets d'autres pays. Sur la question de l'Union européenne a donc un objectif politique adopté au printemps 2022, dans un délai d'environ 5 ans, se passer à 100% du gaz russe. C'est un défi majeur. 5 ans, c'est du court moyen terme. Ce n'est pas du long terme. Et donc, en termes de priorité,
l'Union européenne va regarder à travers le monde tous les projets gaziers qui pourraient, je parle au conditionnel, déboucher sur plus de gaz pour l'Europe dans les 5 prochaines années. Or, par rapport aux 2 projets que nous évoquons, Nigeria, Niger, Algérie, Europe, ou Nigeria, Maroc, Europe, du point de vue des Européens, aucun de ces 2 projets ne sera en capacité de fournir du gaz à l'Europe dans les 5 prochaines années. Donc, les Européens vont privilégier d'autres solutions, parfois à l'intérieur de l'Europe, Norvège ou Azerbaïdjan, enfin Europe au sens large du terme, au sens géographique, pas seulement Union européenne, vont aller voir outre-Atlantique, États-Unis, Canada, vont aller voir en Afrique le Nigeria pour du gaz naturel liquéfié, l'Algérie par gazoduc, puisqu'il y a déjà des gazoducs qui vont vers l'Europe, ou du gaz naturel liquéfié, s'intéresser à de futurs producteurs de gaz naturel liquéfié en Afrique, tels que Mozambique, Sénégal, Mauritanie, vont aller voir le Qatar au Moyen-Orient, et ainsi de suite, même jusqu'à l'Australie, en disant « nous cherchons des projets, des pays qui seraient éventuellement en capacité de livrer plus de gaz à l'Europe, soit maintenant, soit dans les prochaines années. Le reste, au-delà d'un horizon de 5 ans, on verra plus tard. Pour l'instant, on essaie de sécuriser nos approvisionnements pour les 5 prochaines années pour se passer complètement du gaz russe. Donc finalement, si je comprends bien, les Européens sacrifient l'environnement à la temporalité finalement. La question de la temporalité est un sujet absolument essentiel par rapport à la question que vous avez posée. Très bien. Pour autant, le temps file. Pour autant, sur ça... Il file, donc vous allez réagir juste après la pause. On se retrouve après la pause dans quelques secondes. À tout de suite. C'est parti pour la seconde partie du débrief consacré aux questions énergétiques avec, pour celles et ceux qui nous rejoignent, bonjour. Et nous en parlons avec Francis Perrin et Mostafa Sahimi. Juste avant la pause, Mostafa Sahimi, j'étais obligé de vous interrompre assez brutalement en vous disant que nous étions à la pause et vous vouliez réagir sur la question de l'intérêt des Européens peut-être pour les gazoducs. Il y a une différence entre les 2 programmes transsahariens, Nigeria, Niger-Algérie et Nigeria-Maroc. Un, pour ce qui est du financement. En Algérie, il y a eu un mémorandum qui a été signé il y a une dizaine de jours avec Nigeria, Niger, etc. Mais ça, ce n'est pas contraignant. Il est entendu que c'est l'Algérie-Nigeria qui supporterait 90% des coûts d'investissement. Et Niger n'étant pas en mesure de supporter sa part qui serait 10%. En revanche, il y a des études qui ont avancé sur des études de faisabilité et de montage financier pour ce qui est du gazoduc Nigeria-Maroc. Et il semble qu'il y ait de l'intérêt dans un certain nombre de milieux européens. Le ministre nigérian a annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il allait lever 25 milliards en 2023, 25 milliards de dollars pour le financement de ce programme qui va porter jusqu'à 2030-2032, selon les estimations actuelles. Reste le trou de 2027-2032, vous avez raison de le relever, mais ça n'empêche pas les pays européens de se mobiliser pour trouver des pays pouvant assurer le joint, si je puis dire. Je vous rappelle, oui. Et donc, pour l'instant, si vous voulez, le projet qui tient la corde, c'est le projet Nigeria-Maroc, où il y a davantage d'études, davantage d'intérêt à l'international et davantage de capacité de mobilisation de financement. Vous avez consommé un peu de temps imparti pour la question, je vous la pose quand même. C'est ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc. En parallèle, il y a un processus d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, dont le Nigeria est l'un des pays les plus importants, qui tarde un peu. Est-ce que ce projet n'est pas de nature à accélérer un peu ce processus? Évidemment, ça conforte tout à fait la position marocaine. N'oublions pas que le Sénégal, membre aussi important de la CEDEAO, sera producteur de gaz, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, ou l'an prochain. L'an prochain. Oui, voilà. mais par-delà le Sénégal et d'autres pays, etc., le Maroc a fait une demande d'adhésion à la CEDEAO.
je voudrais dire et rappeler qu'il y a eu une réponse politique qui a été favorable, donnée par les chefs d'État de la CEDEAO. Il faut le dire à nos téléspectateurs. Maintenant, les conditions de la transition, il y a des études qui sont faites, tout ça, mais il est bien évident que le Maroc vient et qu'il amène dans sa corbeille ce projet Nigeria, le gazoduc Nigeria, donc Maroc, qui implique tous les États de la CEDEAO et qui est une valeur ajoutée exceptionnelle à leur développement. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est important de le dire, parce que le Maroc, il n'adhère pas simplement à une organisation régionale, il vient avec des projets, avec des programmes, une coopération sud-sud et des avantages respectifs. Donc ça, c'est un élément qui conforte la position marocaine et qui ne peut qu'entraîner l'adhésion consensuel des autres membres de la CEDEAO parce que c'est un nouveau partenaire, mais qui apporte quelque chose. Il ne vient pas simplement s'accrocher au wagon de la CEDEAO. Alors, j'en reviens donc au gaz algérien. Francis Perrin, Mostafa Sahibi parlait tout à l'heure de la consommation intérieure algérienne en matière énergétique qui est en augmentation par rapport à des possibilités qui sont, elles, en stagnation. Alors, il faut investir. Il y a encore la question de la temporalité. La Sonatrach, donc l'entreprise nationale algérienne, a passé conclu un accord dernièrement avec l'Italie pour permettre à l'Italie de compenser une partie du gaz russe qui passerait de 40% à 25% de la consommation italienne. Est-ce que les Algériens l'Algérie a véritablement la capacité de répondre à la demande intérieure, à la demande italienne et à la demande tunisienne, ou par où le gazoduc passe, le gazoduc Mattei, je pense. Alors, il y a donc ce gazoduc Transmed, ou Enrico Mattei. Donc Algérie, Tunisie, Méditerranée, Italie, qui fonctionne depuis des dizaines d'années. Ce gazoduc n'est pas utilisé à 100% de ses capacités. Donc on peut mettre plus de gaz, s'il y a plus de gaz à mettre, évidemment, au début du gazoduc, c'est-à-dire en Algérie. Par ailleurs, l'Algérie et l'Italie sont des partenaires gaziers très importants depuis longtemps. Et à travers ces deux pays, la compagnie nationale Sonatrach que vous avez citée et le groupe énergétique italien Eni, qui se connaissent très bien dans le domaine gazier. Eni est très impliqué en Algérie, comme d'ailleurs dans toute l'Afrique du Nord. Eni est le groupe pétrolier international le plus investi en Afrique du Nord en général, notamment Algérie, Égypte, Libye, qui sont en Afrique du Nord les principales puissances pétrolières et gazières en termes de réserves de production et d'exportation. L'accord algéro-italien signé au printemps dernier prévoit des livraisons supplémentaires de gaz algérien à travers le Transmed qui seraient de l'ordre de 9 milliards de mètres cubes par an en 2023 et en 2024. On est donc sur des volumes qui sont des volumes significatifs mais modestes. On ne parle pas de 50 milliards de mètres cubes, par exemple. L'Algérie a la capacité, sans problème, de livrer à l'Italie, dans les 2 ans qui viennent, 9 milliards de mètres cubes de gaz par an en plus. Tout en répondant à la demande interne. Absolument, tout à fait. Et il y a évidemment le marché tunisien, mais qui est un petit marché, donc c'est principalement demande intérieure en Algérie qui augmente pour des raisons démographiques et économiques, et les besoins du marché européen dans le contexte de la guerre en Ukraine, et notamment donc du principal partenaire gazier de l'Algérie en Europe, qui est l'Italie. Donc ça, à la hauteur de ce qui a été signé, évidemment, le chiffre mis dans le contrat a fait l'objet d'études pour qu'on n'a pas mis 50 milliards en sachant que ce ne serait pas possible. Donc ça, c'est parfaitement possible. Ensuite, certains pays européens, dont la France, négocient actuellement avec l'Algérie pour avoir aussi plus de gaz. Sauf que comme les Italiens ont pris déjà ces 9 milliards de mètres cubes par an en 2023, ils ont pris la grosse part du marché. Il n'y en aura plus à court terme pour d'autres. Et les autres, comme la France, ce sera plus à moyen terme. Ça suppose le développement de la production algérienne de gaz, la mise en production de nouveaux gisements, ce qui a d'ailleurs commencé en 2022. Et donc actuellement, la Sonatrach et Engie, le groupe gazier français, négocient depuis cet été. La Sonatrach a indiqué publiquement qu'elle souhaitait contribuer à fournir plus de gaz à la France, mais il faut négocier, il faut arriver à un contrat, ça ne se fait pas en un jour, et on sera plus sur un horizon de moyen terme que de court terme. Le court terme, c'est pour les Italiens. Vous disiez tout à l'heure que justement les Européens, le moyen terme, ça ne fait pas bon ménage. Ils préfèrent la temporalité. Court terme, moyen terme, ça va. C'est le long terme. Oui. Court terme, moyen terme, ça nous emmène dans les 5 prochaines années. Évidemment, ces termes-là, il n'y a pas une définition officielle de court terme, moyen terme. Mais dans l'énergie, court terme, moyen terme, 5 ans, ça colle.
Par contre, le long terme, au-delà, le défi européen dans les 5 prochaines années, lié à la décision prise au printemps dernier de se passer complètement de toutes les énergies fossiles venant de Russie, au plus tard pour le gaz dans les 5 ans, occupe à 200% les cerveaux des dirigeants européens, tellement le défi est énorme. Ils se disent, à long terme, on a le temps de voir, on verra après. Pour l'instant, commençons déjà. C'est comme une course de haies. Vous avez par exemple 20 haies, je ne suis pas spécialiste, qu'il faut sauter. Vous commencez par sauter la première. Si vous commencez à penser à la 20e, vous prenez les pieds dans la première. Donc on saute la première, puis la deuxième, puis la troisième. Puis quand on aura fait 10, on pensera aux 10 suivantes. Mais d'abord, commençons par les 5 prochaines années. Et puis il faut dire aussi pour les Algériens que le Transmed, c'est tout ce qu'ils ont gagné, enfin tout ce qu'ils n'exportent plus à l'Espagne à travers le Maroc, pas avec le gazoduc Maghreb Europe. Hop, ça peut passer de l'autre côté pour l'Italie. Donc on peut retrouver les 10 milliards plus ou moins qu'il y avait. Pour autant, restent les limites des capacités de production de gaz en Algérie. Compte tenu des engagements internationaux qui ont été pris, il est établi que l'Algérie ne pourra pas faire de gros efforts pour les 3 ou 4 années à venir pour augmenter de manière significative sa production. D'où d'ailleurs le fait que la visite du président Macron n'ait pas donné les résultats escomptés, parce qu'il n'a pas pu concrétiser ni finaliser un accord de gaz qui serait une rallonge par rapport à ce qu'il... Il n'est pas sûr que c'était l'objectif premier de sa visite. Oui, mais avec à peu près 8%. Parce que comme c'était un échec, évidemment, la diplomatie française n'allait pas se vanter d'avoir essuyé un échec. Non, l'enjeu n'est pas important. Si, c'est un enjeu, c'est un prépositionnement. L'histoire du gaz a pesé dans l'ordre du jour du président français lorsqu'il était en Algérie il y a un mois et demi, et ça n'a pas donné de résultat parce que le fait que l'Algérie a dit oui, on va voir, mais l'Algérie avait déjà eu des accords avec l'Italie. Oui, c'est Mario Draghi qui a été le plus réactif, ça, c'est exact. Parce que c'est en mars dernier qu'il est allé à Alger qu'il a ficelé son dossier pour l'augmentation des ventes de gaz à l'Italie, donc laissant de côté la France qui se retrouvait sur le marché. Il y a, depuis l'été, des négociations d'entreprise à entreprise entre la Sonatrach et Engie. Et ça, ces entreprises, donc ce n'est pas lors de la visite du président Emmanuel Macron qu'on allait conclure un contrat gazier. Parce que ce n'est pas les présidents qui négocient des contrats gaziers, ce sont leurs entreprises, avec évidemment le feu vert politique des deux côtés. Donc Engie négocie avec la Sonatrach, et la Sonatrach a indiqué publiquement qu'elle était intéressée à accroître sa part dans les approvisionnements gaziers de la France. Mais ensuite, une fois qu'on a mis sur la table cette volonté, je dirais entre guillemets politique, il faut négocier et signer un contrat gazier. Mais ça, donc, laissons la Sonatrach et Engie, ça prendra un certain temps, mais clairement, il ne fallait absolument pas attendre la visite du président de la République, président de la République française à Alger, il ne fallait surtout pas attendre une avancée sur le projet gazier, puisque pour l'instant, c'est dans les mains des deux entreprises concernées de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, restons sur la France et les relations qu'elle a avec le sud des Pyrénées, mais le nord de Gibraltar. Vous voyez bien à quoi j'ai l'impression de voir voilà, le pays auquel vous faites allusion. Non, c'est Espagne-Portugal. Espagne-Portugal, tout simplement. Donc c'est le MidCat, enfin le Midi catalan, le fameux gazoduc, source de tension entre la France et l'Espagne, qui a été dernièrement remplacé par ce qu'on appelle le Barmar, Barcelone-Marseille, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc première question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette réticence française à ne pas vouloir s'approvisionner en Espagne, sachant que l'Espagne dispose de 35% des réserves de possibilités, du potentiel de regazéification, je vais y arriver, du méthane. Et puis, dans le même sillage, pourquoi il n'y a pas de gazoduc directement qui va de l'Algérie à la France? Alors, du temps où c'était possible de fournir en France, bien entendu. L'Espagne a 6 terminaux, 6, pour importer du gaz naturel liquéfié. Record en Europe. La France, qui est pas mal dotée, en a 4. Et on en aura bientôt un 5e au Havre. L'Allemagne, 0. Donc il y a une énorme capacité de réception de gaz naturel liquéfié transporté par bateau, des méthaniers en Espagne, de regazéification de ce gaz, et ensuite qu'il parte, parce que ça va bien au-delà des besoins espagnols, d'Espagne-Portugal, et ensuite que ce gaz, par gazoduc, parte à travers la France pour aller vers l'Allemagne, pour aller vers l'Europe centrale et orientale. Sauf que pour ça, ça suppose de développer les interconnexions gazières
Espagne-France qui existent mais qui ne sont pas suffisantes. Donc depuis longtemps, l'Espagne pousse ce projet MidCat, Midi-Catalogne. Et avec la guerre en Ukraine, les dirigeants espagnols, M. Pedro Sanchez s'est dit « j'ai une occasion en or de pouvoir relancer ce projet ». Et il a été immédiatement soutenu par le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a dit « ah oui, c'est une très bonne idée, parce que ce gaz pourrait aller évidemment en passant par la France vers l'Allemagne ». Sauf que la France, comme elle le fait depuis des années, a bloqué ce projet, sans dire qu'elle le bloquait, en disant « on va créer un groupe de travail ». Bon, vous savez ce que ça veut dire. Clémenceau disait, quand vous voulez enterrer un projet, créez une commission. Là, on a dit un groupe de travail, parce qu'évidemment, comme ça évite, si on avait dit commission, on aurait tout de suite pensé à Clémenceau. Mais donc c'est l'obstruction de la France, c'est clairement tout simplement pour se positionner. Est peu favorable depuis environ une dizaine d'années à de nouveaux projets impliquant les énergies fossiles, dans une optique de décarbonation, lutte contre le changement climatique, accord de Paris, donc évidemment la France, COP21, décembre 2015. En sachant qu'un nouveau projet de gazoduc, on ne le construit pas pour 6 mois, 1 an ou 5 ans, mais pour des dizaines d'années. Donc la France bloque depuis un moment en disant par ailleurs, mais plutôt que de construire de nouveaux gazoducs, il faut que l'Allemagne construise des terminaux pour importer du gaz naturel liquéfié. Ce qui, d'ailleurs, ce point de vue-là est parfaitement juste. Donc la France a à nouveau bloqué, et les Espagnols et les Allemands ont accusé la France d'égoïsme énergétique. Donc la température est un peu montée, oui. Parce qu'on est dans le contexte de 2022, la guerre en Ukraine. On arrive aux tensions dans le couple franco. Voilà, tout à fait, absolument. Ce n'est pas la première, c'est peut-être pas la dernière sans doute. Et donc, mais l'Espagne et l'Allemagne ont compris que la France n'allait pas céder. Donc ensuite, on a essayé de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit en français, de dire, bon, le MidCat, on le met de côté, mais ne craignez rien, on a quand même avancé, on sort un autre projet du chapeau, Barcelone-Marseille, à travers la Méditerranée, on mettra du gaz, après on mettra du gaz vert, après on mettra de l'hydrogène, donc on va bien dans le sens de la décarbonation. Vert, en fait, pour ne pas dire le gaz et ne pas reconnaître le gaz vert et l'hydrogène. D'abord du gaz fossile, du gaz naturel, parce qu'il faut bien commencer par là, c'est ce qu'on a pour l'instant, ensuite le gaz vert, ensuite l'hydrogène. Et donc, ça permet à la France de dire, ben voyez, moi je peux accepter ce projet-là parce que c'est vert. Bon. Cela dit, voilà, on est quand même dans les apparences politiques. Voilà, soyons clairs. C'est une défaite en race campagne, quoi, contre le fait d'être prise en tenaille entre l'Allemagne et l'Espagne. C'est du dogmatisme écolo. Oui, mais on parlait tout à l'heure de l'écologie avec le gaz de schiste. Ah oui. Tout ce qui vient des États-Unis, enfin une grande partie est du schiste. Là, on n'en parle pas. Et puis, le gaz naturel liquéfié que les Américains exportent depuis des années, et encore plus en 2022 vers l'Europe, dont la France, c'est du gaz de schiste. Et pendant longtemps, les Européens disaient « Ah, ces affreux Américains avec leur affreux gaz de schiste ». En 2022, on dit « Heureusement qu'on a ces affreux Américains avec leur affreux gaz de schiste parce qu'on peut en importer plus ». Grand bonheur au Texas. Ce sont les paradoxes de la géopolitique. Bien entendu, ou l'hypocrisie de la géopolitique. Ça revient au même. On peut dire les choses comme ça. C'est le poids des réalités. Ce fameux couple franco-allemand moteur de l'Europe, c'est la réelle politique. C'est de la réelle politique. Alors il y a le gaz, il y a la défense commune, il y a vous en parlez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait y revenir, il y a l'énergie, il y a le fameux bouclier, les avions, les Allemands ont été achetés. Bon, bah, eux, ils leur font encore une fois la temporalité, ont été achetés leurs avions directement chez les États-Unis. Donc, mais ça grince entre les deux pays. Ça grince parce que c'est l'idée que j'avais formulée de la vassalisation de l'Union européenne par rapport aux États-Unis. C'est un phénomène depuis 2 ans, et c'est un phénomène qui va rester, qui va peser sur l'articulation géopolitique et les relations entre les États-Unis et l'Europe. Maintenant, pour ce qui est de ce qui se passe en Europe, c'est important aussi, et on a des indications. C'est l'Allemagne qui gagne aujourd'hui, à cette fin 2022. Elle est devenue un acteur géopolitique de premier plan. Songez que l'Allemagne a décidé de débloquer 100 milliards d'euros pour le budget militaire en 2023, pour les forces conventionnelles. Et 2% par an, ce qui fait quand même pas mal. Oui, absolument. Compte tenu du PIB allemand, c'est quelque chose. Alors que jusqu'à maintenant, l'Allemagne était dans une position donc tout à fait de retrait, pas de dépenses, pas de militarisme, et pas de dépenses importantes pour le budget militaire. La sécurité est assurée par les États-Unis. On a le parapluie américain, etc. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'Allemagne devient le pilier principal, me semble-t-il,
en Europe de l'OTAN. Ça n'est plus la France. Pourtant, c'est la France qui est membre du Conseil de sécurité, qui a l'arme nucléaire. Troisième élément, c'est la fin et l'échec pratiquement de toute vision d'une politique de défense européenne. Qui est audible aujourd'hui à propos de la défense européenne, alors que cette défense européenne est assurée par les États-Unis de manière activiste, on l'a vu. Et puis, il y a aussi le fait que ça consacre, me semble-t-il, l'isolement de la France. La France n'a plus la main aujourd'hui, plus la main. Le gros effort d'aide à l'Ukraine, il est fait à 90% par les Américains, à 5 ou 10 ou 8% par le Royaume-Uni et d'autres pays qui envoient un certain nombre de petits contingents, tout ça, etc. Et donc, il y a quelque chose de fondamental maintenant qui occupe l'espace géopolitique européen et qui est un élément important. Tout paraît se passer comme si c'était deux visions géopolitiques qui s'affrontaient. La première, c'est celle de l'Allemagne qui s'installe comme leader pour exercer un leadership dans une Europe élargie jusqu'à l'Ukraine et jusqu'aux Balkans. C'est-à-dire la grande Allemagne. Et à côté de ça, il y a un petit strapontin qui est laissé à la France, qui s'occuperait de la géostratégie, si vous voulez, des pays du Club Med. Espagne, Portugal, ça. C'est pas gentil. Non, mais c'est un fait. Moi, j'observe. Une fracture qui passe entre le nord et le sud. Mais c'est présent dans les esprits, c'est présent dans les paradigmes qui sont en train de se dessiner. C'est-à-dire l'Allemagne qui est là, qui pèse et qui occupe, se militarise et qui a de gros moyens. Vous savez que c'est la première économie mondiale. Européen, la première économie. Le PIB allemand, il fait une fois, 0,6. Oui, mais elle est fragilisée. Le PIB français. Elle est singulièrement fragilisée avec cette guerre de l'Ukraine. Donc nous en sommes là. Et évidemment, ça met mal à l'aise les stratèges de la diplomatie française. Parce que la diplomatie française se sent à l'étroit compte tenu des mutations et de l'impact de la crise Ukraine et Russie et de ses conséquences économiques, financières, énergétiques et autres. Alors, on va passer de l'autre côté, Francis Perrin, si vous me le permettez. L'OPEP+, la fameuse décision prise il y a quelques semaines, enfin une quinzaine de jours, d'augmenter, de réduire de 2 millions de barils jour. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un axe Riyad-Moscou qui est en train de se faire? Est-ce qu'il est conjoncturel? Est-ce qu'il est structurel? Les Américains ne sont pas contents. Forcément, ils sont même très mécontents. Oui. Il se passe quoi dans cette région du monde? Alors, c'était le 5 octobre. C'était donc une réunion au niveau ministériel de l'OPEP+. L'OPEP+, c'est une coalition, pas une organisation, de 23 pays exportateurs de pétrole, dont les 13 pays membres de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plus 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Et l'OPEP+, le 5 octobre dernier, a indiqué qu'à partir du mois de novembre, donc le mois prochain, elle réduirait sa production de 2 millions de barils par jour, et ce pendant plusieurs mois. Et comme vous l'avez rappelé à juste titre, cette décision n'a pas suscité une réaction enthousiaste, pour le dire très diplomatiquement, de la part de Washington. C'est un euphémisme, sans doute l'un des euphémismes du XXIe siècle. Alors, on peut faire une lecture géopolitique de cette décision de l'OPEP+, et à mon avis, cette lecture n'est pas la bonne. Je dis souvent le contraire, mais en l'occurrence, ça ne me paraît pas être le cas. Quelle est cette lecture? L'OPEP+, a fait un cadeau à Moscou et a embêté Washington. Je caricature. En fait, je pense qu'il faut faire une lecture économique et pétrolière de cette décision. Quel est le raisonnement de l'OPEP+, qui l'a conduit à prendre cette décision? C'est une analyse de l'économie mondiale et du marché pétrolier mondial. L'OPEP+, comme d'ailleurs les marchés pétroliers, sont de plus en plus inquiets face au scénario d'une récession économique mondiale en 2023. Ce n'est pas une certitude, c'est un scénario possible, probable, peut-être très probable, mais en tout cas, il faut le prendre en compte. Et le raisonnement est le suivant. S'il y a une récession bientôt, et la phrase commence par un « si », le monde va forcément consommer moins de pétrole. Donc les prix du pétrole vont chuter. Et par conséquent, on va agir à titre proactif plutôt que réactif. Dès maintenant, on retire une partie de la production pétrolière du marché pour limiter les dégâts. Alors, on peut être d'accord ou pas avec l'analyse de l'OPEP+, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est fondamentalement une analyse économique et pétrolière
et pas une motivation géopolitique. Mais évidemment, quand vous annoncez une décision comme celle-là dans le contexte actuel, cette décision a des impacts géopolitiques, même si elle n'est pas prise pour des motivations géopolitiques. Il ne faut pas confondre les motivations et les impacts. Commentaire. Vous me Il nous reste 2 permettrez... minutes. Désolé, Mustafa Sahimi. 2 minutes. Oui. Vous me permettrez Allez-y. de nuancer. Dans l'OPEP+, les 13 historiques, plus les 10 dont la Russie, il y a 2 grands pays qui font la décision. C'est d'un côté l'Arabie saoudite et de l'autre côté la Russie. Comment ne pas voir qu'il y a un paramètre politique, d'autant que les relations entre Riyad et Washington sont plutôt marquées par une distanciation critique. Personnel entre les deux. En plus personnel, je ne voulais pas le dire, mais vous le dites, vous faites bien de le rappeler. Et donc, il y a là un élément. Et la politique de MBS, l'Arabie saoudite, précisément, c'est de marquer son périmètre, de montrer son degré d'autonomie. Il se trouve que ça va dans le sens de la politique de Moscou. Et je crois que ça a été ressenti comme un camouflet et comme une mauvaise manière par l'administration Biden. Donc je pense qu'il y a de la géopolitique malgré tout, même si des considérations économiques, évidemment, sont peut-être prioritaires. Autre chose peut-être, puisque je vais enchaîner sur la position de l'Arabie saoudite. Par rapport au sommet d'Alger. Oui, alors, s'il vous plaît. ce sont des questions que l'on se posait, vous le savez. Il se trouve que l'Arabie saoudite, avec un niveau de représentation le plutôt prince réduit. héritier Mohamed Ben Salman MBS a décidé samedi soir, et il a visé le président Tebboune, qu'il ne pouvait pas se rendre au sommet de la Ligue arabe prévu le 1 de novembre à Alger. Un avocat a un problème de santé. Qu'est-ce que ça vaut? Le prétexte de santé, on sait ce que ça veut dire dans le vocabulaire politique. En tout cas, c'est une onde de choc qui va porter atteinte à ce sommet parce que le niveau de représentation va être évidemment amoindri. C'est pas sûr que le président égyptien y soit, que les autres chefs d'État du Golfe, etc., de l'OPEP. Et donc voilà une situation donc, qui met en équation ce sommet arabe. Et donc nous allons suivre ça. Mondiale, au-delà du sommet arabe, une situation mondiale, à tout point de vue particulièrement confuse. Et si vous me permettez, je ne suis pas de ceux qui sont consternés par la non-participation de MBS au sommet arabe d'Alger. C'est votre droit le plus absolu. Merci Mustafa Sahimi, merci Francis Perrin. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.